Bonsoir à tous et merci d'être sur Gabon 24 pour cette grande édition d'information de la soirée. D'abord, les titres de ce journal. La commémoration de la journée mondiale de la poste au Gabon. L'accent a été mis sur le circuit du courrier, un moyen de communication sûr. Et puis au Libéria, la fin de la campagne électorale pour la présidentielle. Ils sont une vingtaine à vouloir succéder à Ellen Johnson Sirleaf à la tête du pays depuis 12 ans. Et enfin, en Espagne, après le référendum, le bras de fer se poursuit entre Carlos Puigdemont, président du gouvernement régional catalan, et le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Le dirigeant sécessionniste de la Catalogne a laissé entendre qu'il allait déclarer l'indépendance si d'aventure Madrid refusait une médiation. Encore une fois, bonsoir. L'augmentation des frais d'inscription et décollage dans les universités et grandes écoles gabonaises crée toujours la polémique au sein de la communauté estudiantine. Bien que les taux d'inscription aient été revus à la baisse par certains, d'aucuns estiment tout de même que cette augmentation est nécessaire à la vie de ces établissements. Nouvelle hausse de tension à l'université Omar Bongo de Libreville ce lundi. La question de l'augmentation des frais d'inscription et d'écolage cristallise les débats. Pourtant, dans un entretien accordé au quotidien L'Union du samedi 7 octobre 2017, Guy Bertrand Mapango, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avait apporté des éclaircissements sur cette discussion. L'autonomie de gestion financière des grandes écoles et universités publiques du Gabon permet aux responsables de ces établissements de déterminer le montant des frais de scolarité consécutifs de leur budget de fonctionnement qui se compose également d'une subvention de l'État, de dons, de legs ou de ressources diverses, désormais à 35 000 francs CFA pour le cycle licence, 60 000 francs pour le cycle master et 80 000 francs pour le doctorat dans le cas de l'UOB. Ces frais sont néanmoins encore boudés par de nombreux étudiants qui les trouvent trop élevés. Les responsables des établissements supérieurs publics sont d'avis qu'un relèvement des frais d'inscription et d'écolage permettra aux institutions de revaloriser le système universitaire gabonais, de le performer et de le moderniser. À l'université Omar Bongo, par exemple, de nombreuses carences observées, absence de sanitaire dans le campus, dégradation des voies, insalubrité, histoire des fascicules et autres, devraient trouver des solutions dans une réelle autonomie de gestion financière, surtout que l'État y dépense en moyenne 20 millions de francs CFA par an et par étudiant. Pour Marc-Louis Ropivia, recteur de l'UOB, aucune université au monde ne peut fonctionner sans une participation substantielle de l'étudiant à sa propre formation. Sur la gestion de cette nouvelle manne financière qui inquiète déjà certains étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur est catégorique. L'autonomie de gestion financière ne veut pas dire absence d'audit et de contrôle de l'État. Une nouvelle conception de la gouvernance universitaire, c'est l'objectif fixé par le gouvernement et le ministère de l'Enseignement supérieur pour qui l'autonomie des universités et grandes écoles du pays doit être participative en tous les acteurs de la vie estudiantine afin qu'étudiants et administration jugent de la nécessité des dépenses, mais surtout que les bonnes conditions d'études et la performance soient une garantie et enfin stopper net la dégringolade des universités gabonaises au classement africain. Les démissions ou encore les radiations de plusieurs cadres de partis politiques ces derniers temps à Libreville emmènent à se poser la question de savoir s'il existe un malaise au sein de ces formations politiques. C'est du moins l'enquête de la rédaction de Gabon 24. Comment interpréter les mollesses au sein des partis politiques? Ces derniers mois, le paysage politique connaît des transhumances avec les démissions et les radiations de plusieurs acteurs de leurs formations politiques respectives. Est-ce l'envie d'une émancipation et d'ambition personnelle ou simplement l'expression d'un réel malaise au sein des partis politiques? On inverse, on prend la décision d'inverser un membre d'un parti politique quand lui-même a déjà fait le choix de partir, mais sans le dire officiellement aux médias. Donc, pour éviter un effet domino, on prend déjà la décision de l'évincer pour éviter que d'autres personnes le suivent. Donc, ce n'est qu'une stratégie de communication qui vient vous dire, au fond, qu'à l'intérieur, ça ne fonctionne plus. Ajoutez à cela le phénomène du grand frérisme, voire du culte de la personnalité, perd de l'emprise sur les acteurs, selon Arnaud Billier. Aujourd'hui,
encore et bien heureusement, on n'a plus l'habitude de vouloir s'accrocher à un individu, mais à des perspectives, mais à des objectifs. Dès lors, mes objectifs ne coïncident plus avec ceux dont nous avons mis en place dans la création du parti. Il est de bonne loi que je me retire et que je parte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'expression du grand ferrisme au niveau des partis politiques, ou bien de celui qui soulève le sac à dos, est en train de changer. Les gens aujourd'hui commencent à prendre leurs responsabilités pour ce qui concerne les partis politiques et ont le libre choix de quitter un parti politique ou pas. Donc, bien que l'enjeu immédiat soit les prochaines élections législatives, il est utile de signaler que le paysage politique gabonais connaît une mutation avec de nouveaux acteurs, faisant des choix qualifiés de risqués. Des choix qu'ils devront assumer au sortir des législatives de 2018, dont les résultats vont évaluer le poids politique de chacun. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré aujourd'hui la journée mondiale de la Poste. À Libreville, les agents de la Poste ont reçu la visite d'une délégation du ministère de la Communication. Ils ont suivi avec beaucoup d'intérêt le trajet subi par le courrier qui, au-delà de l'évolution des nouvelles technologies, reste l'un des moyens les plus sûrs de la communication. C'était un jour particulier à la Poste de Libreville ce lundi. Pour cause, la célébration de la Journée mondiale de la Poste commémorée sous le thème de la redynamisation. Dans la capitale gabonaise, personnel de la communication et journalistes ont eu droit à un esquisse de ce qui s'est fait en matière de réception et de classement du courrier. Occasion de rappeler les missions de la Poste. La première mission de la Poste, c'est le courrier. La deuxième mission aujourd'hui, ce sont les services financiers. Ils connaissent quelques difficultés aujourd'hui, mais nous nous attelons à les résoudre. Rétrogradé au second rang, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la Poste reste un moyen de communication sûr qui résiste à l'ère du temps. Il y aura toujours le courrier. Les pays développés ont un niveau technologique très avancé, mais ils utilisent toujours le courrier. Donc il y a des éléments qui vont toujours être imprimés, être édités et qui vont toujours utiliser le canal de la Poste. Chaque année, la Journée mondiale de la Poste est célébrée le 9 octobre. Jour de l'anniversaire de la création de l'Union postale universelle à Berne en Suisse en 1874. Ce jour a été déclaré Journée de la Poste par une décision prise lors du Congrès de Tokyo de 1969. C'était le dernier jour de campagne électorale ce dimanche pour les candidats à la présidence au Libéria, où les élections générales se tiendront mardi. 20 candidats sont en lice pour succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui s'apprête à passer la main après 12 ans à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Parmi les candidats, l'ancien footballeur George Weah, le vice-président Joseph Boaké ou encore l'ancien cadre de Coca-Cola Alexander Cummings. Dorothée Afinizo pour le reportage. La campagne électorale pour la présidentielle au Libéria s'est achevée dimanche. Les 20 candidats en lice ont jeté leurs dernières armes dans ce scrutin encore indécis qui se tiendra mardi. Personne ne devrait avoir peur du changement. Moi-même, je n'ai jamais eu peur de changer. Regardez ma vie. Je suis passé de footballeur à homme politique. Vous pouvez aussi être cette personne. Nous sommes pareils. Si vous regardez vos visages aujourd'hui, je sais que vous pouvez aussi vous identifier à mon parcours. Weah qui parle de changement n'est pas du tout à la hauteur. On parle de gouvernance ici, pas de sport. Moi, en tant qu'avocat, comparé aux autres candidats, je suis la personne à qui l'on prête attention. Avec toutes les ressources que nous avons, avec le potentiel que nous avons au niveau de l'agriculture et des mines, nous ne devrions pas être dépendants de l'aide étrangère. Le Libéria possède d'importantes ressources de minerais de fer, caoutchouc et huile de palme, mais les deux grandes guerres civiles ont provoqué l'effondrement de l'État, dévastant l'économie et les infrastructures industrielles. La présidence d'Ellen Johnson Sirleaf aura permis au pays ces 12 dernières années de connaître des périodes de forte croissance, avec un sommet à 15,7% en 2007. L'économie a stagné entre 2014 et 2016, affectée par l'épidémie d'Ebola et la chute du prix des matières premières. En Afrique du Sud, l'on parle vérité. 23 ans après la fin de l'apartheid, dans ce pays, les familles de dizaines de militants morts en garde à vue cherchent toujours à obtenir la vérité sur ce qui leur est arrivé. Reportage.
Il y a 40 ans, Philippe Mabelané apprenait à la radio la mort d'un détenu au quartier général de la police de Johannesburg. Le même jour, les autorités l'informaient qu'il s'agissait de Matthews, son fils de 23 ans. Officiellement, le jeune militant anti-apartheid s'est suicidé en sautant du 10e étage de ce bâtiment. Mais sa famille n'a jamais cru à cette version. Pourquoi mon fils est-il mort? Il est mort pourquoi? Entre 1963 et 1990, 73 personnes sont mortes en garde à vue, souvent dans des circonstances similaires à celles de Matthews. Aucun policier n'a jamais été poursuivi. Pour Lash Mabelané, il est inconcevable que son frère ait pu se suicider, et il accuse la police. Pouvez-vous imaginer ce que ça fait quand une personne est poussée du 10e étage? C'est très difficile à expliquer. C'est comme si c'était un film, mais en vrai. Les Mabelané placent aujourd'hui tout leur espoir dans le cas d'Ahmed Timol, un autre détenu qui s'est lui aussi officiellement suicidé du 10e étage du commissariat en 1971. Après des années de combat, la famille Timol a finalement obtenu la réouverture de l'enquête et ses conclusions pourraient faire jurisprudence. Les défenseurs des droits de l'homme demandent aux autorités sud-africaines de faire éclater la vérité. Il y a beaucoup de familles de victimes dans notre pays qui connaissent une partie de la vérité et qui sont aussi capables, grâce aux archives de la commission Vérité et Réconciliation, de déterminer qui sont les auteurs de ces crimes. Elles ont droit à la justice et notre pays en a aussi besoin. Soutenue par la Fondation pour les droits de l'homme qui s'est saisie du cas de Matthews, la famille Mabelané n'a jamais été aussi proche de la vérité. Mais le temps presse, Philippe a 95 ans. Au Soudan, c'est le ministre des Transports qui déclare que le transporteur national Sudan Airways souhaite relancer sa flotte en achetant de nouveaux composants auprès de Boeing et d'Airbus après que Washington ait levé son embargo commercial imposé à Khartoum depuis 20 ans. Dorothée Afinizo. Le 6 octobre dernier, les États-Unis ont formellement levé l'embargo contre le Soudan vieux de 20 ans. En 1997, Washington avait imposé cette mesure économique en raison du soutien présumé de Khartoum au groupe islamiste. Une excellente nouvelle pour les autorités soudanaises qui comptent désormais mieux relancer l'économie du pays, notamment par la compagnie aérienne nationale Sudan Airways. Sudan Airways est toujours propriétaire de créneaux aériens vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Nous pouvons récupérer nos permis d'exploitation maintenant que les sanctions ont été levées. Pour de nombreux experts, la levée des sanctions américaines aidera à revitaliser l'économie locale. Le secteur du transport aérien devrait directement bénéficier de cette évolution. Airbus et Boeing, par exemple, ayant toujours refusé de vendre de nouveaux appareils aux compagnies soudanaises ou de leur fournir des pièces de rechange pour les appareils que celles-ci possédaient déjà. La compagnie aérienne a été durement touchée par les sanctions, car l'ensemble de sa flotte est composé d'avions Boeing et Airbus. Tous nos avions ont cessé de voler jusqu'à ce que toute la flotte soit immobilisée parce que nous n'avons pas pu obtenir des pièces détachées. En janvier dernier, Barack Obama avait levé une partie des sanctions américaines contre le Soudan pour une période probatoire de 6 mois. En retour, le Soudan s'était engagé sur une feuille de route en 5 points, parmi lesquels la fin du soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans la province du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan du Sud, et une coopération avec les renseignements américains contre le terrorisme. La France, avec cette réunion du gouvernement en séminaire, c'est pour préparer les grands chantiers d'ici la fin de l'année. Après une rentrée dont Matignon se satisfait malgré le climat tendu et les critiques contre une politique jugée trop favorable aux riches. Linda Gaël Maganga. Dimanche, le gouvernement de la France s'est réuni pour préparer les futures réformes. Les grands chantiers du pays en cours d'élaboration devront être mis en exécution avant le terme de l'année en cours. Le projet de loi de finances, celui de la sécurité sociale et les réformes de l'impôt sur la fortune ont été abordés au cours de la rencontre. Un gouvernement, c'est un orchestre. Et pour qu'un orchestre joue bien, il faut que chacun joue sa partition.
Et puis il faut aussi que chacun sache quelle partition joue l'autre. Et donc ce séminaire, comme celui que nous avions organisé à la fin du mois d'août, comme celui que nous avions organisé au début du mois de juillet, il a pour objet de faire en sorte que les ministres s'écoutent, qu'ils sachent exactement qui va faire quoi et à quel moment. Il nous permet d'échanger dans une atmosphère assez décontractée sur l'ensemble des sujets qui vont nous occuper dans les 2-3 mois qui viennent. Les premières réunions gouvernementales annoncées et à l'Élysée ont été considérées comme utiles dans la coordination de l'exécutif. Et en plus de définir les priorités, ils permettent notamment à chaque ministre d'avoir une vision globale de l'action gouvernementale. Cependant, certaines réformes à venir pourraient être parasitées par l'action des partenaires sociaux qui planifient déjà des discussions autour de la deuxième vague des réformes sociales pour lesquelles l'exécutif s'est donné 6 mois. Le comédien Jacques Roquefort, un des acteurs les plus populaires en France, est décédé. L'annonce de sa mort a été faite par sa fille. Jean Rochefort, un des acteurs les plus populaires du cinéma français, avec la série du Grand Blanc, où un éléphant s'attrompe énormément, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à 87 ans. C'est sa fille Clémence qui a donné l'information ce lundi. L'acteur, qui avait été hospitalisé en août dernier, est mort dans un établissement parisien. Immédiatement reconnaissable à sa voix chaude et à ses belles moustaches, Jean Rochefort a tourné près de 150 films, aussi bien de cinéma d'auteur que populaire. Libertin cynique, donc Que la fête commence de Bertrand Tavernier, il incarne un flegmatique valet anglais dont les tribulations d'un Chinois en Chine, de Philippe Broca, comme un père de famille adultérin, un éléphant s'attrompe énormément d'Yves Robert, ou un personnage poignant d'animateur radio solitaire dans Tandem de Patrice Lecomte. Sa longue carrière a été couronnée de 3 Césars pour ses rôles dans Que la fête commence en 1976, Le Crabe Tambour en 1978 et un César d'honneur en 1999. En Espagne, le dirigeant sécessionniste de la Catalogne a laissé entendre qu'il allait déclarer l'indépendance si Madrid refusait une médiation à l'approche d'une cruciale séance parlementaire mardi et après un week-end où des centaines de milliers de Catalans ont crié « basta » dans la rue. Dorothée Affinizo. Le 1er octobre dernier s'est tenu en Catalogne, en Espagne, un référendum d'autodétermination interdit, marqué par des violences policières, lorsque les forces de l'ordre, dépêchées par Madrid, ont tenté de l'empêcher dans une centaine de bureaux de vote. Les séparatistes catalans estiment avoir remporté ce scrutin, boycotté par leurs opposants avec 90% des voix et un taux de participation de 43%, assez, disent-ils, pour déclarer l'indépendance. Nous avons ouvert la porte à la médiation. Nous avons dit oui à toutes les possibilités de médiation qui nous ont été présentées. Les jours passent, et si l'État espagnol ne répond pas de manière positive à nos demandes de médiation, nous ferons ce que nous sommes venus faire. Une semaine plus tard, la tension est à son comble. Le gouvernement espagnol promet de durcir le ton et envisage même de suspendre l'autonomie de la Catalogne si les séparatistes persistent dans leur mouvement. Soufflant le chaud et le froid, Carles Puigdemont a promis d'aller de l'avant si le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy n'acceptait pas de négocier un référendum légal, ce que ce dernier n'envisage dans aucun cas de figure. Évidemment, chacun devra assumer ses responsabilités et expliquer les conséquences de ses actes. S'il y a un gouvernement qui veut la médiation et un autre qui refuse, moi je n'accepterai pas qu'on nous mette dans le même sac. En dépit de l'essor de l'indépendantisme dans la région, celui-ci n'a en réalité obtenu que 47,8% des suffrages. Lors des dernières élections, en 2015, les partis favorables à un maintien en Espagne ayant eu plus de voix. Dimanche, Mariano Rajoy, dans un entretien avec le quotidien El País, a demandé à ce que la menace de déclaration d'indépendance soit retirée le plus rapidement possible. En Turquie, 143 anciens militaires sont jugés depuis ce lundi pour leur implication dans des affrontements qui ont eu lieu sur un pont d'Istanbul lors de la tentative de putsch de juillet 2016, faisant plusieurs dizaines de morts. Linda Gaël Maganga. Les 143 anciens militaires poursuivis pour assassinat et tentative de renversement du Parlement et du gouvernement de Turquie en 2016 sont devant le tribunal. Parmi les suspects figurent 30 officiers qui répondent de leurs actes au cours de ce procès qui a débuté lundi à Silivri, près d'Istanbul.
Les putschistes rendent des comptes devant la justice. Ils ont été appréhendés cette nuit-là en commettant leur forfait. Aujourd'hui, ils doivent rendre des comptes devant la justice et devant le peuple. Pour certains Turcs, des zones d'ombre demeurent dans les résultats de l'enquête, notamment sur l'un des épisodes les plus marquants du putsch manqué de juillet 2016 qui s'est joué lorsque des militaires ont fait feu sur des civils sur l'un des ponts qui enjambe Bosphore. Je suis un vétéran du 15 juillet. On nous a tiré dessus sur le pont avec mon père cette nuit-là. Nous avons tous deux été blessés. Ils n'ont pas tiré. Si ça avait été le cas, il n'y aurait rien eu à faire. Ce n'est pas en grimpant sur un char avec un chapeau qu'on peut l'arrêter. Dieu leur a donné de la pitié. Ils n'ont pas tiré et ces enfants sont restés totalement neutres. Selon l'acte d'accusation, 7 putschistes et 34 civils sont décédés dans les affrontements qui ont eu lieu. Les anciens militaires risquent chacun jusqu'à 7 ans de prison et une peine à perpétuité si leur implication dans la tuerie est prouvée. Depuis les événements du 15 juillet 2016 en Turquie, près de 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 140 000 limogées ou suspendues de leurs fonctions. Du sport dans ce journal avec l'Égypte qui a fêté avec beaucoup d'enthousiasme et de coups de klaxon la victoire de sa sélection nationale devant le Congo. Le score était de 2-1 grâce à un doublé de sa star Mohamed Salah, synonyme de qualification pour le mondial 2018, une première depuis 1990. L'Égypte en communion, l'Égypte en fusion, c'était le spectacle offert hier par l'équipe nationale de football. Les Pharaons qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde Russie 2018 après 27 ans de disette et d'absence de la scène mondiale. Face au Congo et devant son public fort de 86 000 spectateurs, l'Égypte a dominé la rencontre sur le score de 2-1, grâce notamment à un doublé de Mohamed Salah, le milieu offensif de Liverpool. J'espérais voir l'Égypte en Coupe du Monde. Dieu soit loué, le rêve a été réalisé aujourd'hui. C'était un rêve dans ma vie d'assister à un match comme celui-ci, dans le stade, et de voir l'Égypte se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'est un grand honneur pour nous de participer à la Coupe du Monde l'an prochain. Les gens sont heureux. C'est la première fois en 28 ans qu'on s'est qualifié au mondial. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'était intense, surtout les 5 dernières minutes. Il n'y a pas de mots pour décrire notre bonheur. On est tous très contents. Salah a apporté le bonheur à des millions d'Égyptiens. On espère qu'on jouera bien pendant la Coupe du Monde en Russie pour rendre l'Égypte fière. L'euphorie s'est poursuivie jusqu'à tard dans les rues du Caire, la capitale. L'Égypte, qui se remet petit à petit des troubles liés à la destitution d'Hosni Moubarak, retrouve dans cette qualification au prochain mondial le bonheur de ses succès d'antan. D'autant plus qu'elle avait échoué en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Cameroun en janvier dernier à Libreville au Gabon. Le rappel des titres de cette édition d'information, la commémoration de la journée mondiale de la poste au Gabon. L'accent a été mis sur le circuit du courrier, un moyen de communication sûr. Et puis au Libéria, la fin de la campagne électorale pour la présidentielle, une vingtaine de candidats pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf à la tête du pays depuis 12 ans. Et puis en Espagne, après le référendum, le bras de fer se poursuit entre Carles Puigdemont, président du gouvernement régional catalan, et le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Le dirigeant sécessionniste de la Catalogne laisse entendre qu'il pourrait ou qu'il va déclarer l'indépendance si d'aventure Madrid refusait une médiation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24. L'information se poursuit.